Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce 40e épisode de Bruit des Capteurs, oui déjà le 40e épisode. Je vous rappelle donc que vous pouvez me joindre toujours sur l'adresse brutdecapteur@outlook.fr si vous avez des questions à me poser, si vous avez envie d'avoir les vidéos bonus, n'hésitez pas à me les demander non plus. Et puis si vous avez besoin de me joindre, n'hésitez pas, je vous invite également à aller sur le Facebook de la chaîne et le site internet si vous avez envie. Et puis nous, aujourd'hui, on va parler de l'effet Tilt Shift. Donc je fais cette vidéo sur la demande de Maul Montagnard, donc un de mes abonnés, qui m'a expressément demandé de faire une vidéo sur le sujet. Donc je suppose que ça a déjà été fait pas mal sur le net, mais bon, peu importe, de toute façon je ne vais pas apporter grand chose de nouveau là-dessus, mais ça va me permettre de parler un petit peu de cet effet. Alors qu'est-ce que l'effet Tilt Shift? C'est le fait de reproduire un petit peu un effet maquette. Donc on va le voir ici, je vous montre quelques-unes, quelques photos on va dire que j'ai trouvées sur Flickr. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? L'effet maquette, pour reproduire un effet maquette, il faut plusieurs éléments, il faut pas mal d'éléments. Il faut prendre des photos, on va dire, en plongée. Ça marche beaucoup mieux. C'est pas forcément obligatoire, mais ça marche quand même beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'une maquette, souvent, on la regarde depuis le dessus, et donc forcément, pour reproduire un effet maquette, il faut reproduire déjà un angle de vision qui se rapproche de ce que l'on a dans la réalité. Et une maquette, ça se regarde depuis le dessus. Ça marche un petit peu mieux également avec des objectifs grand angle. Évitez de faire des photos à 200 mm, ça marchera pas forcément très bien. Bien évidemment, tout ça est à mettre au conditionnel. C'est pas parce que on érige des principes que ça fonctionnera pas si vous vous écartez un petit peu de ces principes. La plongée, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir beaucoup de détails dans votre image. Plus il y a de détails et plus l'effet Tilt Shift va fonctionner. Si vous avez des grandes parties de votre image qui sont unies ou qui, ça va pas forcément très bien marcher. Ça marche très bien lorsqu'on a des personnes aussi également dans les photographies. Et puis, on retrouvera aussi quelque chose de très courant, c'est des couleurs très saturées. Pourquoi? Parce que c'est pareil, encore une fois, les maquettes, ça nous renvoie à des couleurs très saturées, c'est souvent des choses en plastique ou des trucs avec des couleurs très poussées. Qu'est-ce qu'un effet Tilt Shift? C'est le fait de se rapprocher donc d'un effet maquette, et pour cela, on va utiliser une zone de profondeur de champ très courte. Or, en paysage, c'est quand même très difficile à obtenir. D'ailleurs, c'est pratiquement impossible. Du moment que vous avez une distance de mise au point qui est supérieure à quelques mètres, vous arrivez très vite à des zones de netteté très grandes. Donc, il faut avoir un flou très présent dans l'image. Pour cela, il y a deux choses. Soit on le fait à la prise de vue, soit on le fait en post-traitement. Pour le faire à la prise de vue, il va falloir utiliser un objectif à décentrement. Qu'est-ce qu'un objectif à décentrement? Je vous montre rapidement à l'écran de quoi il s'agit. C'est un objectif qui bascule et qui est capable d'avoir, on va dire, des éléments de prise de vue qui ne sont pas parallèles à la surface photosensible. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, pour faire simple, c'est un élément qui bascule. Le problème de cet objectif, c'est qu'il coûte très cher. Pour acquérir ce genre d'objectif, il faut débourser entre 2000 et 3000 euros souvent, et donc c'est un petit luxe que beaucoup de gens ne se paient pas. Il est utilisé énormément pour faire de la photographie d'architecture. Pourquoi? On va voir ça tout de suite sous Lightroom, avec une très vieille photo que j'avais prise à Londres, donc pas une super photo, mais peu importe, c'était pour illustrer un peu mon propos. Et là on voit que, donc si je réinitialise un peu mon image, voilà, on voit que Big Ben, il est pas vraiment, la tour est pas vraiment parallèle au bord de notre image. Tout bon photographe, qu'est-ce qu'il ferait pour faire ça? Il utiliserait l'outil recadrage. Donc c'est ce qu'on va faire, voilà. Donc dans l'outil recadrage, qu'est-ce que je ferais? J'inclinerai un peu mon image, de façon à avoir Big Ben qui soit à peu près parallèle au bord de l'image. Le problème qui se pose, c'est que toutes les autres verticales, et on le voit à gauche, elles sont complètement déformées, et quand vous allez redresser une partie de votre image, l'autre va prendre des directions totalement opposées. L'objectif à décentrement, il permet à la prise de vue d'avoir des verticales qui soient bien droites, et ça permet de redresser les verticales. On le voit ici dans cet onglet, c'est un petit peu cet outil, l'outil donc transformation de Lightroom. Donc là, on pourrait utiliser la fonction contraindre recadrage, parce qu'on voit qu'on a des manques, forcément, il y a des manques qui apparaissent, de façon à avoir toutes les verticales qui soient à peu près parallèles. Donc voilà, là c'est pas forcément très bien fait, il faudrait peut-être aller un petit peu plus loin, mais l'idée c'est de dire, on a des verticales qui sont déformées,
par l'objectif, par le fait qu'on ait un grand angle, mais aussi par le fait qu'on soit en contre-plongée ou qu'on soit pas totalement à l'horizontale par rapport à notre sujet. Et ça, ça crée voilà, des verticales qui se déforment, qui partent vers des directions opposées. L'objectif à décentrement, c'est son but premier. Mais ce n'est pas le seul but de l'objectif à décentrement, puisque le deuxième avantage d'un objectif à bascule et à décentrement, c'est de pouvoir choisir une zone de netteté très très faible. Pourquoi le fait d'avoir une profondeur de champ très faible nous donne cette impression d'effet maquette? Eh bien parce que notre cerveau, en tout cas, il est programmé pour penser que si vous avez du flou, c'est que vous prenez votre photo de très près. Bah oui, parce que de manière générale, quand on fait du paysage, on a très peu de flou. En tout cas, on a des zones de netteté qui sont assez grandes. Or là, ça va simuler le fait que l'on prend notre photographie très très près de l'élément que l'on photographie. Et ça, notre cerveau, déjà, ça va l'embrouiller et ça va lui donner l'impression qu'on est en train de photographier une miniature. Et c'est là que réside tout l'effet tilt shift. Pour bien illustrer ce propos, on va maintenant passer une photo donc dans Photoshop, et puis je vais vous montrer comment on peut le faire après en post-traitement, sans être obligé d'avoir un objectif à bascule. Mais si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas 2000 € à mettre dans un objectif juste pour un effet un petit peu sympathique, vous travaillez en post-traitement. Et en post-traitement, on va voir qu'on peut recréer des effets tilt shift sans aucun problème. Pour ça, on va passer une image dans Photoshop. Vous remarquerez que j'ai donc un petit peu personnalisé mon Photoshop en remplaçant le splash screen. Mais là, je vous ferai vraiment pas un tuto là-dessus parce que ça m'a pris vraiment énormément de temps. Il faudrait que je fasse un tuto d'1 heure ou 1h30 parce qu'il n'y a pas vraiment de choses qui existent sur le net pour la dernière version de Photoshop. Donc, évitez de suivre des tutos en anglais qui vous présentent des manières de remplacer ce splash screen parce que c'est pour les versions précédentes de Photoshop, notamment 2014. Et ça marchera pas sur 2015. Donc voilà, j'ai beaucoup cherché, j'ai un petit peu innové et j'ai essayé de faire un truc et ça a fonctionné, mais ça me prendrait vraiment beaucoup de temps. Je dis ça par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Dans Photoshop, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc un petit village d'Italie qui est très connu, que beaucoup de gens connaissent, et donc une photo qui s'y prête assez bien puisque on est en plongée du coup, et puis on a des couleurs quand même très saturées. Alors je duplique mon calque comme d'habitude pour pas travailler sur mon calque, et puis je vais aller mettre un filtre flou gaussien dessus. Alors là, encore une fois, c'est pareil, on peut utiliser d'autres flous, mais celui-là, il est assez rapide à utiliser, et puis il simule assez bien la chose. Ici, je vais mettre une valeur assez importante dans un premier temps, pour comme ça, par exemple. Puis, je vais utiliser, bien évidemment, un masque de fusion. Et à l'intérieur, je vais venir peindre en noir. Alors là, encore une fois, il va falloir faire le choix du bon outil. Donc avoir un pinceau qui soit assez peu dur, une dureté égale à 0 ou pas très dur. Et puis voilà, comme on le voit ici, je fais un clic, maj, clic pour avoir une traînée droite. On le voit, si je fais un alt-clic sur le masque de fusion, j'ai peint de manière droite. Sur le bord, voir qu'on va rajouter un peu de blanc pour justement faire revenir un peu l'effet sur les bords et se consacrer à la zone centrale, donc la zone avec les parasols, ici qui m'intéressait, et les petites personnes qui s'y trouvent pour renforcer un peu cet effet maquette. Donc ici sur le bord, je vais peindre en blanc. Voilà, je vais éviter de le faire dans le calque, je vais me mettre plutôt dans le masque de fusion, ça marchera mieux. Voilà. Ok, donc là, j'inverse, touche X, ok, de l'autre côté, ok. Donc voilà, c'était cette zone au centre qui m'intéressait. On voit ici que ma tour, là, j'aurais peut-être pu un peu la déflouter. Je sais pas si ça apporterait grand-chose de plus, on va rester comme ça. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est aller plus loin encore. Je vais peut-être utiliser donc un calque de réglage saturation, pour saturer encore un petit peu plus les couleurs, voilà, pour renforcer encore cet effet un petit peu plastique, entre guillemets. Ça m'a l'air assez convaincant, on a déjà quelque chose qui fonctionne assez bien. On va aller encore un petit peu plus loin. Alors je fais un CTRL maj E pour faire un master, et je vais encore rajouter du flou sur les bords de l'image, pour flouter encore plus le bord de l'image, donc là j'y vais y aller un petit peu comme un barbare. Sans aller trop loin parce que là faut pas que j'aille manger sur mes transitions non plus. Et là on est pas mal, voilà, on a quelque chose de cohérent qui fonctionne, mais on peut toujours aller beaucoup plus loin, il faudrait peut-être y passer un petit peu plus de temps. On pourrait utiliser pas mal d'outils différents, on aurait pu aussi très bien faire ça sous Lightroom avec des filtres gradués.
Bon, ça aurait été peut-être un petit peu moins précis, encore que, bon, mais dans l'absolu, on peut faire ça sous Lightroom également, avec une netteté à 0 et un filtre gradué, tout simplement. Un en haut, un en bas, un à droite et un à gauche. On aurait pu ici utiliser l'outil dégradé, pardon, donc dans notre masque de fusion, afin d'avoir peut-être des transitions peut-être un petit peu plus douces. Voilà, il y a pas mal d'outils possibles pour faire ça, mais le principe est simple. On floute une image en laissant une zone de profondeur de champ très très petite. On utilise une image qui s'y prête, à savoir une image en plongée, une image avec beaucoup de détails à l'intérieur, une image avec forcément un grand angle, c'est mieux, et puis une image donc avec des couleurs saturées. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je l'ai fait uniquement pour Maul Montagnard, mais je présume qu'il y a quand même pas mal de gens qui seront intéressés par ce petit effet tilt shift. Je vous invite tous donc à vous amuser et à faire de ce genre d'image. N'hésitez pas, donc voilà, même si bon, c'est un petit peu perdu de mode, hein. C'était très à la mode il y a quelques années, maintenant on en voit beaucoup moins. Mais bon, voilà, ça peut être sympa. Ça vous permet aussi d'aborder un petit peu Photoshop ou votre logiciel de traitement d'images. Et puis, ben, n'hésitez pas, voilà, à vous exercer un petit peu. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire, comme d'habitude. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, ça me fait du bien aussi. Et puis, ben, moi, je vous dis comme d'habitude, à la semaine prochaine, mercredi 11h. Et d'ici là, n'oubliez pas de partager. Ciao, ciao! Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner